Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, Rendez-vous sur LibriVox.org. enregistré par Lisa M&M, Et Ezwa. Les liaisons dangereuses de Pierre Choderlos de Laclos. Lettre 121 à 130. Lettre 121. La marquise de Merteuil au chevalier d'Ancenis. J'ai reçu votre lettre, mon trop jeune ami, mais avant de vous remercier, il faut que je vous gronde, et je vous préviens que si vous ne vous corrigez pas, vous n'aurez plus de réponse de moi. Quittez donc, si vous m'en croyez, ce ton de cajolerie qui n'est plus que du jargon dès qu'il n'est pas l'expression de l'amour. Est-ce donc là le style de l'amitié? Non, mon ami, chaque sentiment a son langage qui lui convient, et se servir d'un autre, c'est déguiser la pensée qu'on exprime. Je sais bien que nos petites femmes n'entendent rien de ce que l'on peut leur dire s'il les traduit en quelque sorte dans ce jargon d'usage, mais je croyais mériter, je l'avoue, que vous me distinguassiez d'elles. Je suis vraiment fâchée, et peut-être plus que je ne devrais l'être, que vous m'ayez si mal jugée. Vous ne trouverez donc dans ma lettre que ce qui manque à la vôtre, franchise et simplesse. Je vous dirai bien, par exemple, que j'aurai grand plaisir à vous voir, et que je suis contrariée de n'avoir auprès de moi que des gens qui m'ennuient, au lieu de gens qui me plaisent. Mais vous, cette même phrase, vous la traduisez ainsi: apprenez-moi à vivre où vous n'êtes pas, en sorte que quand vous serez, je suppose, auprès de votre maîtresse, vous ne sauriez pas y vivre que je n'y sois entière. Quelle pitié! Et ces femmes à qui il manque toujours d'être moi, vous trouvez peut-être aussi que cela manque à votre Cécile. Voilà pourtant où conduit un langage qui, par l'abus que l'on en fait, aujourd'hui est encore en dessous du jargon des compliments, et ne devient plus qu'un simple protocole, auquel on ne croit pas davantage qu'au très humble serviteur. Mon ami, quand vous m'écrirez, que ce soit pour me dire votre façon de penser et de sentir, et non pour m'envoyer des phrases que je trouverai sans vous, plus ou moins bien dites dans le premier roman du jour. J'espère que vous ne vous fâcherez pas de ce que je vous dis là, quand même vous y verriez un peu d'humeur, car je ne nie pas d'en avoir. Mais pour éviter jusqu'à l'air du défaut que je vous reproche, je ne vous dirai pas que cette humeur est peut-être un peu augmentée par l'éloignement où je suis de vous. Il me semble qu'à tout prendre, vous valez mieux qu'un procès et 2 avocats, et peut-être même encore que l'attentif Belleroche. Vous voyez qu'au lieu de vous désoler de mon absence, vous devriez vous en féliciter, car jamais je ne vous ai fait un aussi beau compliment. Je crois que l'exemple me gagne, et que je veux vous dire aussi des cajoleries. Mais non, j'aime mieux m'en tenir à ma franchise. C'est donc elle seule qui vous assure de ma tendre amitié et de l'intérêt qu'elle m'inspire. Il est fort doux d'avoir un jeune ami dont le cœur est occupé ailleurs. Ce n'est pas là le système de toutes les femmes, mais c'est le mien. Il me semble qu'on se livre avec plus de plaisir à un sentiment dont on ne peut rien avoir à craindre. Aussi j'ai passé pour vous d'assez bonne heure peut-être au rôle de confidente. Mais vous choisissez vos maîtresses si jeunes que vous m'avez fait apercevoir pour la première fois que je commence à être vieille. C'est bien fait à vous de préparer ainsi une longue carrière de constance, et je vous souhaite de tout mon cœur qu'elle soit réciproque. Vous avez raison de vous rendre aux motifs tendres et honnêtes qui, à ce que vous me mandez, retardent votre bonheur. La longue défense est le seul mérite qui reste à celles qui ne résistent pas toujours. Et ce que je trouverais impardonnable à tout autre qu'à un enfant comme la petite Volanges serait de ne pas savoir fuir un danger dont elle a été suffisamment avertie par l'aveu qu'elle a fait de son amour. Vous autres hommes, vous n'avez pas d'idée de ce que c'est la vertu, de ce qu'il en coûte pour la sacrifier. Mais pour peu qu'une femme raisonne, elle doit savoir qu'indépendamment de la faute qu'elle commet, une faiblesse est pour elle le plus grand des malheurs, et je ne conçois pas qu'aucune s'y laisse jamais prendre, quand elle peut avoir un moment pour y réfléchir. N'allez pas combattre cette idée, car c'est elle qui m'attache principalement à vous. Vous me sauverez des dangers de l'amour, et quoique j'ai bien su sans vous m'en défendre jusqu'à présent, je consens à en avoir de la reconnaissance, et je vous en aimerai mieux et davantage. Sur ce, mon cher chevalier, je prie Dieu qu'il vous ait enceinte et digne garde. Du château de, ce 22 octobre 1700. Lettre 122. Madame de Rosemonde à la présidente de Tourvel. J'espérais, mon aimable fille, pouvoir enfin calmer vos inquiétudes.
et je me vois au contraire avec chagrin que je vais les augmenter encore. Calmez-vous cependant, mon neveu n'est pas en danger. On ne peut pas même dire qu'il soit réellement malade, mais il se passe sûrement en lui quelque chose d'extraordinaire. Je n'y comprends rien, mais je suis sortie de sa chambre avec un sentiment de tristesse, peut-être même d'effroi, que je me reproche de vous faire partager, et dont cependant je ne puis m'empêcher de causer avec vous. Voici le récit de ce qui s'est passé. Vous pouvez être sûr qu'il est fidèle, car je vivrai 80 autres années que je n'oublierai pas l'impression que m'a faite cette triste scène. J'ai donc été ce matin chez mon neveu. Je l'ai trouvé écrivant et entouré de différents tas de papiers qui avaient l'air d'être l'objet de son travail. Il s'en occupait au point que j'étais au milieu de sa chambre, qu'il n'avait pas encore tourné la tête pour savoir qui entrait. Aussitôt qu'il m'a aperçu, j'ai très bien remarqué qu'en se levant, il s'efforçait de composer sa figure. Peut-être même est-ce là ce qui m'y a fait faire plus attention. Il était à la vérité sans toilette et sans poudre, mais je le trouvais pâle et défait, et ayant surtout la physionomie altérée, son regard que nous avons vu si vif et si gai était triste et abattu. Enfin, soit dit entre nous, je n'aurais pas voulu que vous le vissiez ainsi, car il avait l'air très touchant et très propre à ce que je crois, à inspirer cette tendre pitié qui est un des plus dangereux pièges de l'amour. Quoique frappé de mes remarques, j'ai pourtant commencé la conversation comme si je m'étais aperçu de rien. Je lui ai d'abord parlé de sa santé, et sans me dire qu'elle soit bonne, il ne m'a point articulé qu'elle fût mauvaise. Alors je me suis plainte de sa retraite, qui avait un peu l'air d'une manie, et je tâchai de mêler un peu de gaieté à ma petite réprimande, mais lui m'a répondu seulement d'un ton pénétré. C'est un tort de plus, je l'avoue, mais il sera réparé avec les autres. Son air, encore plus que ses discours, a un peu dérangé mon enjouement, et je me suis hâtée de lui dire qu'il mettait trop d'importance à un simple reproche de l'amitié. Nous nous sommes donc remis à causer tranquillement. Il m'a dit, peu de temps après, que peut-être une affaire, la plus grande affaire de sa vie, le rappellerait bientôt à Paris. Mais comme j'avais peur de la deviner, ma chère belle, et que ce début ne me menât à une confidence dont je ne voulais pas, je ne lui ai fait aucune question, et je me suis contentée de lui répondre que plus de dissipation serait utile à sa santé. J'ai ajouté que, pour cette fois, je ne lui ferais aucune instance, aimant mes amis pour eux-mêmes. C'est à cette phrase si simple que, serrant mes mains et parlant avec une véhémence que je ne puis vous rendre, « Oui, ma tante, m'a-t-il dit, aimez beaucoup un neveu qui vous respecte et vous chérit, et comme vous dites, aimez-le pour lui-même, ne vous affligez pas de son bonheur, et ne troublez par aucun regret l'éternelle tranquillité dont il espère bientôt jouir. Répétez-moi que vous m'aimez, que vous me pardonnez, oui, vous me pardonnerez, je connais votre bonté, mais comment espérer la même indulgence de ceux que j'ai tant offensés ?» Alors il s'est baissé sur moi pour me cacher, je crois, des marques de douleur que le son de sa voix me décelait malgré lui. Ému plus que je ne puis vous dire, je me suis levée précipitamment, et sans doute a-t-il remarqué mon effroi, car sur-le-champ, se composant davantage, « Pardon, a-t-il repris, pardon, madame, je sens que je m'égare malgré moi. Je vous prie d'oublier mes discours, et de vous souvenir seulement de mon profond respect. Je ne manquerai pas, a-t-il ajouté, d'aller vous en renouveler l'hommage avant mon départ. » Il m'a semblé que cette dernière phrase m'engageait à terminer ma visite, et je m'en suis allée en effet. Mais plus j'y réfléchis, et moins je devine ce qu'il a voulu dire. Quelle est cette affaire la plus grande de sa vie? Et à quel sujet me demande-t-il pardon? D'où lui est venu cet attendrissement involontaire en me parlant? Je me suis déjà fait ces questions 1000 fois sans pouvoir y répondre. Je ne vois même rien là qui ait rapport à vous. Cependant, comme les yeux de l'amour sont plus clairvoyants que ceux de l'amitié, je n'ai voulu vous laisser rien ignorer de ce qui s'est passé entre mon neveu et moi. Je me suis reprise à 4 fois pour écrire cette longue lettre, que je ferai plus longue encore sans la fatigue que je ressens.
Adieu, ma chère belle, du château de ce 25 octobre 1700. Lettre 123. Le père Anselme au vicomte de Valmont. J'ai reçu, monsieur le vicomte, la lettre dont vous m'avez honoré, et dès hier je me suis transporté, suivant vos désirs, chez la personne en question. Je lui ai exposé l'objet et les motifs de la démarche que vous demandiez de faire auprès d'elle. Quelque attachée que je l'ai trouvée au parti sage qu'elle avait pris d'abord, sur ce que je lui ai remontré qu'elle risquait peut-être par son refus de mettre obstacle à votre heureux retour, et de s'opposer ainsi en quelque sorte aux vues miséricordieuses de la Providence, elle a consenti à recevoir votre visite, à condition toutefois que ce sera la dernière, et m'a chargé de vous annoncer qu'elle serait chez elle jeudi prochain 28. Si ce jour ne pouvait pas vous convenir, vous voudrez bien l'en informer et lui en indiquer un autre. Votre lettre sera reçue. Cependant, monsieur le vicomte, permettez-moi de vous inviter à ne pas différer sans de fortes raisons, afin de pouvoir vous livrer plus tôt et plus entièrement aux dispositions louables que vous me témoignez. Songez que celui qui tarde à profiter du moment de la grâce s'expose à ce qu'elle lui soit retirée, que si la bonté divine est infinie, l'usage en est pourtant réglé par la justice, et qu'il peut venir un moment où le Dieu de miséricorde se change en un Dieu de vengeance. Si vous continuez à m'honorer de votre confiance, je vous prie de croire que tous mes soins vous seront acquis, aussitôt que vous le désirerez. Quelque grandes que soient mes occupations, mon affaire la plus importante sera toujours de remplir les devoirs du saint ministère auquel je me suis particulièrement dévouée. Et le moment le plus beau de ma vie, celui où je verrai mes efforts prospérer par la bénédiction du Tout-Puissant. Faibles pécheurs que nous sommes, nous ne pouvons rien par nous-mêmes, mais le Dieu qui vous rappelle peut tout, et nous devons également à sa bonté, vous le désir constant de vous rejoindre à lui, et moi les moyens de vous y conduire. C'est avec son secours que j'espère vous convaincre bientôt que la religion sainte peut donner seule, même en ce monde, le bonheur solide et durable qu'on cherche vainement dans l'aveuglement des passions humaines. J'ai l'honneur d'être, avec une respectueuse considération, etc. Paris, ce 25 octobre 1700. Lettre 124. La présidente de Tourvel à Madame de Rosemonde. Au milieu de l'étonnement où m'a jeté Madame la nouvelle que j'ai apprise hier, je n'oublie pas la satisfaction qu'elle doit vous causer, et je me hâte de vous en faire part. Monsieur de Valmont ne s'occupe plus ni de moi ni de son amour, et ne veut plus que réparer par une vie plus édifiante les fautes ou plutôt les erreurs de sa jeunesse. J'ai été informé de ce grand événement par le père Anselme, auquel il s'est adressé pour le diriger à l'avenir, et aussi pour lui ménager une entrevue avec moi, dont je juge que l'objet principal est de me rendre mes lettres qu'il avait gardées jusqu'ici, malgré la demande contraire que je lui en avais faite. Je ne puis sans doute qu'applaudir à cet heureux changement, et m'en féliciter si, comme il le dit, j'ai pu y concourir en quelque chose. Mais pourquoi fallait-il que j'en fusse l'instrument, et qu'il m'en coûtât le repos de ma vie? Le bonheur de monsieur de Valmont ne pouvait-il arriver jamais que par mon infortune? Oh, mon indulgent ami, pardonnez-moi cette plainte. Je sais qu'il ne m'appartient pas de sonder les secrets de Dieu, mais tandis que je lui demande sans cesse et toujours vainement la force de vaincre mon malheureux amour, il la prodigue à celui qui ne la lui demandait pas, et me laisse sans secours, entièrement livré à ma faiblesse. Mais étouffant ce coupable murmure, ne sais-je pas que l'enfant prodigue à son retour obtint plus de grâce de son père que le fils qui ne s'était jamais absenté? Quel compte avons-nous à demander à celui qui ne nous doit rien? Et quand il serait possible que nous eussions quelque droit auprès de lui, quels pourraient être les miens? Me vanterais-je d'une sagesse que déjà je ne dois qu'à Valmont? Il m'a sauvée, et j'oserais me plaindre en souffrant pour lui. Non, mes souffrances me seront chères, si son bonheur en est le prix. Sans doute il fallait qu'il revînt à son tour au Père commun. Le Dieu qui l'a formé devait chérir son ouvrage. Il n'avait point créé cet être charmant pour n'en faire qu'un reprouvé. C'est à moi de porter la peine de mon audacieuse imprudence. Ne devrais-je pas sentir que, puisqu'il m'était défendu de l'aimer, je ne devais pas me permettre de le voir? Ma faute ou mon malheur est de m'être refusé trop longtemps à cette vérité.
Vous m'êtes témoin, ma chère et digne amie, que je me suis soumise à ce sacrifice, aussitôt que j'en ai reconnu la nécessité. Mais pour qu'il fût entier, il y manquait que M. de Valmont ne le partageât point. Vous avouerai-je que cette idée est à présent ce qui me tourmente le plus, insupportable orgueil qui adoucit les maux que nous éprouvons par ceux que nous faisons souffrir. Ah, je vaincrai ce cœur rebelle, je l'accoutumerai aux humiliations. C'est surtout pour y parvenir que j'ai enfin consenti à recevoir jeudi prochain la pénible visite de M. de Valmont. Là, je l'entendrai me dire lui-même que je ne lui suis plus rien, que l'impression faible et passagère que j'avais faite sur lui est entièrement effacée. Je verrai ses regards se porter sur moi sans émotion, tandis que la crainte de déceler la mienne me fera baisser les yeux. Ces mêmes lettres qu'il refusa si longtemps à mes demandes réitérées, je les recevrai de son indifférence. Il me les remettra comme des objets inutiles et qui ne l'intéressent plus. Et mes mains tremblantes en recevant ce dépôt honteux sentiront qu'il leur est remis d'une main ferme et tranquille. Enfin, je le verrai s'éloigner pour jamais, et mes regards qui le suivront ne verront pas les siens se retourner sur moi. Et j'étais réservée à tant d'humiliation, que du moins je me la rende utile en me pénétrant par elle du sentiment de ma faiblesse. Oui, ces lettres qu'il ne se soucie plus de garder, je les conserverai précieusement. Je m'imposerai la honte de les relire chaque jour jusqu'à ce que mes larmes aient effacé les dernières traces. Et les siennes, je les brûlerai comme infectées du poison dangereux qui a corrompu mon âme. Qu'est-ce donc que l'amour, s'il nous fait regretter jusqu'au danger auquel il nous expose, si surtout on peut craindre de le ressentir encore même lorsque l'on ne l'inspire plus? Fuyons cette passion funeste qui ne laisse de choix qu'entre la honte et le malheur, et suivant même les réunis tous deux, et qu'au moins la prudence remplace la vertu. Que ce jeudi est encore loin, que ne puis-je consommer à l'instant ce douloureux sacrifice et en oublier à la fois et la cause et l'objet? Cette visite m'importune, je me réponds d'avoir promis. Est-il besoin de me revoir encore? Que sommes-nous à présent l'un à l'autre? S'il m'a offensé, je lui pardonne, je le félicite même de vouloir réparer ses torts, je l'en loue. Je ferai plus, je l'imiterai, et séduite par les mêmes erreurs, son exemple me ramènera. Mais quand son projet est de me fuir, pourquoi commencer par me chercher? Le plus pressé pour chacun de nous n'est-il pas d'oublier l'autre? Ah, sans doute, et ce sera dorénavant mon unique soin. Si vous le permettez, mon aimable ami, ce sera auprès de vous que j'irai m'occuper de ce travail difficile. Si j'ai besoin de secours, peut-être même de consolation, je n'en veux recevoir que de vous. Vous seul savez m'entendre et parler à mon cœur. Votre précieuse amitié remplira toute mon existence. Rien ne me paraîtra difficile pour sonder les soins que vous voudrez bien vous donner. Je vous devrai ma tranquillité, mon bonheur, ma vertu, et le fruit de vos bontés pour moi sera de m'avoir enfin rendu digne. Je me suis, je crois, beaucoup égarée dans cette lettre. Je le présume au moins par le trouble où je n'ai pas cessé d'être en vous écrivant. S'il s'y trouvait quelque sentiment dont j'ai à rougir, couvrez-les de votre indulgente amitié. Je m'en remets entièrement à elle. Ce n'est pas à vous que je veux dérober aucun de mes mouvements de mon cœur. Adieu, ma respectable amie. J'espère sous peu de jours vous annoncer celui de mon arrivée. Paris, ce 25 octobre 1700. Lettre 125. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. La voilà donc vaincue, cette femme superbe qui avait osé croire qu'elle pourrait me résister. Oui, mon ami, elle est à moi, entièrement à moi, et depuis hier, elle n'a plus rien à m'accorder. Je suis encore trop plein de mon bonheur pour pouvoir l'apprécier, mais je m'étonne du charme inconnu que j'ai ressenti. Serait-il donc vrai que la vertu augmentât le prix d'une femme, jusque dans le moment de sa faiblesse? Mais reléguons cette idée puérile avec les contes de bonnes femmes. Ne rencontre-t-on pas presque partout une résistance plus ou moins bien feinte au premier triomphe? Et ai-je trouvé nulle part le charme dont je parle? Ce n'est pourtant pas non plus celui de l'amour. Car enfin, si j'ai eu quelquefois auprès de cette femme étonnante des moments de faiblesse qui ressemblaient à cette passion pusillanime, j'ai toujours su les vaincre et revenir à mes principes. Quand même la scène d'hier m'aurait, comme je le crois, emporté un peu plus loin que je ne le comptais, quand j'aurais un moment partagé le trouble et l'ivresse que je faisais naître, cette illusion passagère serait dissipée à présent.
et cependant, le même charme subsiste. J'aurais même, je l'avoue, un plaisir assez doux à m'y livrer, s'il ne me causait quelque inquiétude. Serais-je donc, à mon âge, maîtrisée comme un écolier, par un sentiment involontaire et inconnu? Non. Il faut avant tout le combattre et l'approfondir. Peut-être au reste en ai-je déjà entrevu la cause. Je me plais au moins dans cette idée, et je voudrais qu'elle fût vraie. Dans la foule des femmes auprès desquelles j'ai rempli jusqu'à ce jour le rôle et les fonctions d'amant, j'en avais encore rencontré aucune qui n'eût au moins autant d'envie de se rendre que j'en avais de l'y déterminer. Je m'étais même accoutumée à appeler prude celle qui ne faisait que la moitié du chemin, par opposition à tant d'autres, dont la défense provocante ne couvre jamais qu'imparfaitement les premières avances qu'elles ont faites. Ici, au contraire, j'ai trouvé une première prévention défavorable et fondée, depuis sur les conseils et les rapports d'une femme haineuse mais clairvoyante, une timidité naturelle et extrême que fortifiait une pudeur éclairée, un attachement à la vertu que la religion dirigeait et qui comptait déjà 2 années de triomphe, enfin des démarches éclatantes, inspirées par ces différents motifs et qui toutes n'avaient pour but que de se soustraire à mes poursuites. Ce n'est donc pas comme dans mes autres aventures une simple capitulation plus ou moins avantageuse et dont il est plus facile de profiter que de s'enorgueillir. C'est une victoire complète, achetée par une campagne pénible et décidée par de savantes manœuvres. Il n'est donc pas surprenant que ce succès dû à moi seul m'en devienne plus précieux, et le surcroît de plaisir que j'ai éprouvé dans mon triomphe, et que je ressens encore, n'est que la douce impression du sentiment de la gloire. Je chéris cette façon de voir, qui me sauve l'humiliation de penser que je puisse dépendre en quelque manière de l'esclave que moi-même je me serais asservi, que je n'ai pas en moi seul la plénitude de mon bonheur, et que la faculté de m'en faire jouir dans toute son énergie soit réservée à telle ou telle femme exclusivement à toute autre. Ces réflexions sensées régleront ma conduite dans cette importante occasion, et vous pouvez être sûr que je ne me laisserai pas tellement enchaîner que je ne puisse toujours briser ces nouveaux liens, en jouant et à ma volonté. Mais déjà je vous parle de ma rupture, et vous ignorez encore par quels moyens j'en ai acquis le droit. Lisez donc, et voyez à quoi s'expose la sagesse en essayant de secourir la folie. J'étudiai si attentivement mes discours et les réponses que j'obtenais, que j'espère vous rendre les uns et les autres avec une exactitude dont vous serez contente. Vous verrez par les 2 copies des lettres ci jointes quel médiateur j'avais choisi pour me rapprocher de ma belle, et avec quel zèle le saint personnage s'est employé pour nous réunir. Ce qu'il faut vous dire encore, c'est que j'avais appris par une lettre interceptée suivant l'usage, que la crainte et la petite humiliation d'être quittée avaient un peu dérangé la prudence de l'austère dévote, et avaient rempli son cœur et sa tête de sentiments et d'idées qui, pour n'avoir pas le sens commun, n'en étaient pas moins intéressants. C'est après ces préliminaires nécessaires, à savoir qu'hier, jeudi 28, jour préfixe et donné par l'ingrate, je me suis présenté chez elle en esclave, timide et repentant, pour en sortir en vainqueur couronné. Il était 6 heures du soir quand j'arrivai chez la belle récluse, car depuis son retour, sa porte était restée fermée à tout le monde. Elle essaya de se lever quand on m'annonça, mais ses genoux tremblants ne lui permirent pas de rester dans cette situation. Elle se rassit sur-le-champ. Comme le domestique qui m'avait introduit avait quelques services à faire dans l'appartement, elle en parut impatientée. Nous remplîmes cet intervalle par les compliments d'usage. Mais pour ne rien perdre d'un temps dont tous les moments étaient précieux, j'examinai soigneusement le local. Et dès lors, je marquai de l'œil le théâtre de ma victoire. J'aurais pu en choisir un plus commode, car dans cette même chambre, il se trouvait une ottomane. Mais je remarquai qu'en face d'elle était le portrait du mari, et j'eus peur, je l'avoue, qu'avec une femme si singulière, un seul regard que le hasard dirigerait de ce côté ne détruisît en un moment l'ouvrage de tant de soins. Enfin, nous restâmes seuls, et j'entrai en matière. Après avoir exposé en peu de mots que le père Anselme l'avait dû informer des motifs de ma visite, je me suis plaint du traitement rigoureux que j'avais éprouvé, et j'ai particulièrement appuyé sur le mépris qu'on m'avait témoigné.
On s'en est défendu comme je m'y attendais, et comme vous vous y attendiez bien aussi. J'en ai fondé la preuve sur la méfiance et l'effroi que j'avais inspirés, sur la fuite scandaleuse qui s'en était suivie, le refus de répondre à mes lettres, celui même de les recevoir, etc. Comme on commençait une justification qui aurait été bien facile, j'ai cru devoir l'interrompre, et pour me faire pardonner cette matière brusque, je l'ai couverte aussitôt par une cajolerie. Si tant de charmes, ai-je donc repris, ont fait sur mon cœur une impression si profonde, tant de vertus n'en ont pas moins fait sur mon âme. Séduit sans doute par le désir de m'en rapprocher, j'avais osé m'en croire digne. Je ne vous reproche point d'en avoir jugé autrement. Mais je me punis de mon erreur. Comme on gardait le silence, de l'embarras, j'ai continué. J'ai désiré, madame, ou me justifier à vos yeux, ou d'obtenir de vous le pardon des torts que vous me supposez, afin de pouvoir au moins terminer avec quelque tranquillité les jours auxquels je n'attache plus de prix, depuis que vous avez refusé de les embellir. Ici on a pourtant essayé de répondre. Mon devoir ne me permettrait pas, et la difficulté d'achever le mensonge que le devoir exigeait n'a pas permis de finir la phrase. J'ai donc repris du ton le plus tendre. Il est donc vrai que c'est moi que vous avez fui. Ce départ était nécessaire, et que vous m'éloigniez de vous. Il le faut, et pour toujours. Je le dois. Je n'ai pas besoin de vous dire que pendant ce court dialogue, la voix de la tendre Prude était oppressée, et que ses yeux ne s'élevaient pas jusqu'à moi. Je jugeais devoir animer un peu cette scène languissante. Ainsi, me levant avec l'air du dépit, « Votre fermeté, dis-je, alors, me rend toute la mienne. Eh bien, oui, madame, nous serons séparés même plus que vous ne pensez, et vous vous féliciterez à loisir de votre ouvrage. » Un peu surprise de ce ton de reproche, elle voulut répliquer. « La résolution que vous avez prise, dit-elle, n'est que l'effet de mon désespoir, repris-je avec emportement. Et vous avez voulu que je sois malheureux. Je vous prouverai que vous avez réussi, au-delà de vos souhaits. Je désire votre bonheur, reprit-elle, et le son de sa voix commençait à annoncer une émotion assez forte. Aussi, me précipitant à ses genoux, et d'un ton dramatique que vous me connaissez, « Ah, cruel !» me suis-je écrié, « peut-il exister pour moi un bonheur que vous ne partagiez pas? Où donc le trouver loin de vous? Ah, jamais, jamais !» J'avoue qu'en me livrant à ce point, j'avais beaucoup compté sur le secours des larmes, mais soit mauvaise disposition, soit peut-être seulement l'effet de l'attention pénible et continuelle que je mettais à tout, il me fut impossible de pleurer. Par bonheur, je me ressouvins que pour subjuguer une femme, tout moyen était également bon, et qu'il suffisait de l'étonner par un grand mouvement pour que l'impression en restât profonde et favorable. Je suppléai donc par la terreur à la sensibilité qui se trouvait en défaut. Et pour cela, changeant seulement l'inflexion de ma voix, et gardant la même posture. « Oui, continuai-je, j'en fais le serment à vos pieds, vous posséder ou mourir. » En prononçant ces dernières paroles, nos regards se rencontrèrent. Et je ne sais ce que la timide personne vit ou crut voir dans les miens, mais elle se leva d'un air effrayé, et s'échappa de mes bras dont je l'avais entourée. Il est vrai que je ne fis rien pour la retenir, car j'avais remarqué que plusieurs fois que les scènes désespérées menaient trop vivement tombaient dans le ridicule dès qu'elles devenaient longues, ou ne laissaient que des ressources vraiment tragiques, et que j'étais fort éloigné de vouloir prendre. Cependant, tandis qu'elle se dérobait à moi, j'ajoutai d'un ton bas et sinistre, mais de façon qu'elle pût m'entendre. « Eh bien, la mort. » Je me relevai alors, et gardant un moment le silence, je jetai sur elle, comme au hasard, des regards farouches, qui, pour avoir l'air d'être égarés, n'en étaient pas moins clairvoyants et observateurs. Le maintien mal assuré, la respiration haute, la contraction de tous les muscles, les bras tremblants et à demi élevés, tout me prouvait assez que l'effet était tel que j'avais voulu le produire. Mais comme en amour rien ne se finit que de très près, et que nous étions alors assez loin l'un de l'autre, il fallait avant tout se rapprocher. Ce fut pour y parvenir que je passai le plus tôt possible à une apparente tranquillité, propre à calmer les effets de cet état violent, sans en affaiblir l'impression. Ma transition fut: je suis bien malheureux, j'ai voulu vivre pour votre bonheur, et je l'ai troublé. Je me dévoue pour votre tranquillité, et je la trouble encore.
Ensuite, d'un air composé mais contraint, « Pardon, madame. Peu accoutumée aux orages des passions, je sais mal en réprimer les mouvements. Si j'ai eu tort de m'y livrer, songez au moins que c'est pour la dernière fois. Ah, calmez-vous, je vous en conjure. » Et pendant ce long discours, je me rapprochai insensiblement. « Si vous voulez que je me calme, répondit la belle effarouchée, vous-même, soyez donc plus tranquille. Eh bien oui, je vous le promets, lui dis-je. J'ajoutai d'une voix plus faible, si l'effort est grand, au moins ne doit-il pas être long. Mais repris-je aussitôt d'un air égaré, je suis venu, n'est-il pas vrai, pour vous rendre vos lettres? De grâce, daignez les reprendre. Ce douloureux sacrifice me reste à faire. Ne me laissez rien qui puisse affaiblir mon courage. Et tirant de ma poche le précieux recueil, le voilà, dis-je, ce dépôt trompeur des assurances de votre amitié. Il m'attachait à la vie, reprenez-le. Donnez ainsi vous-même le signal qui doit me séparer de vous pour jamais. Ici, l'amante craintive céda entièrement à sa tendre inquiétude. Mais, monsieur de Valmont, qu'avez-vous et que voulez-vous dire? La démarche que vous faites aujourd'hui n'est-elle pas volontaire? N'est-ce pas le fruit de vos propres réflexions? Et ne sont-ce pas elles qui vous ont fait approuver vous-même le parti nécessaire que j'ai suivi par le devoir? Eh bien, ai-je repris, ce parti a décidé le mien. Et quel est-il? Le seul qui puisse, en me séparant de vous, mettre un terme à mes peines. Mais répondez-moi, quel est-il? Là, je la pressai dans mes bras, sans qu'elle se défendît aucunement, et jugeant par cet oubli des bienséances combien l'émotion était forte et puissante, « Femme adorable, lui dis-je, en risquant l'enthousiasme, vous n'avez pas idée de l'amour que vous inspirez, vous ne saurez jamais à quel point vous fûtes adorée, et de combien ce sentiment m'était plus cher que mon existence. Puissent tous vos jours être fortunés et tranquilles, puissent-ils s'embellir de tout le bonheur dont vous m'avez privé. Payez au moins ce vœu sincère, par un regret, par une larme, et croyez que le dernier de mes sacrifices ne sera pas le plus pénible à mon cœur. Adieu. » Tandis que je parlais ainsi, je sentais son cœur palpiter avec violence. J'observais l'altération de la figure, je voyais surtout les larmes la suffoquer, et ne coulaient cependant que rares et pénibles. Ce ne fut qu'alors que je pris le parti de feindre, de m'éloigner. Aussi me retenant avec force. « Non, écoutez-moi, dit-elle vivement. « Laissez-moi, répondis-je. Vous m'écouterez, je le veux. Il vous faut fuir, il le faut. Non, s'écria-t-elle. À ce dernier mot, elle se précipita, ou plutôt tomba évanouie dans mes bras. Comme je doutais encore d'un si heureux succès, je feignis un grand effroi, mais tout en m'effrayant, je la conduisis, ou la portai vers le lieu précisément désigné pour le chant de ma gloire, et en effet, elle ne revint à elle que soumise et déjà livrée à son heureux vainqueur. Jusque-là, ma belle amie, vous me trouverez, je crois, une pureté de méthode qui vous fera plaisir, et vous verrez que je me suis écartée en rien des vrais principes de cette guerre, que nous avons remarqué souvent être si semblables à l'autre. Jugez-moi donc comme Turenne ou comme Frédéric. J'ai forcé à combattre l'ennemi qui ne voulait que temporiser. Je me suis donné par de savantes manœuvres le choix du terrain et celui des dispositions. J'ai su inspirer la sécurité à l'ennemi pour le joindre plus facilement dans sa retraite. J'ai su y faire succéder la terreur avant d'en venir au combat. Je n'ai rien mis au hasard que par la considération d'un grand avantage en cas de succès et la certitude des ressources en cas de défaite. Enfin, je n'ai engagé l'action qu'avec une retraite assurée, par où je puisse couvrir et conserver tout ce que j'avais conquis précédemment. C'est, je crois, tout ce qu'on peut faire. Mais je crains à présent de m'être amolli, comme Hannibal dans les délices de Capoue. Voilà ce qui s'est passé depuis. Je m'attendais bien qu'un si grand événement ne se passerait pas sans les larmes et le désespoir d'usage. Et si je remarquai d'abord un peu plus de confusion et une sorte de recueillement, j'attribuai l'un et l'autre à l'état de prude. Aussi, sans m'occuper des légères différences que je croyais purement locales, je suivais simplement la grande route des consolations, bien persuadé que, comme il arrive d'ordinaire, les sensations aideraient le sentiment, et qu'une seule action ferait plus que tous les discours, que pourtant je ne négligeais pas. Mais je trouvais une résistance vraiment effrayante, moins encore par son excès que par la forme sous laquelle elle se montrait. Figurez-vous une femme assise d'une raideur immobile, d'une figure invariable, n'ayant l'air ni de penser, ni d'écouter, ni d'entendre, dont les yeux fixés laissent échapper des larmes assez continues, mais qui coulent sans effort.
Telle était madame de Tourvel pendant mes discours, mais si j'essayais de ramener son attention vers moi par une caresse, par le geste même le plus innocent, à cette apparente apathie succédait aussitôt la terreur, la suffocation, les convulsions, les sanglots, et quelques cris par intervalles, mais sans un mot articulé. Ces crises revinrent plusieurs fois, et toujours plus fortes. La dernière fut même si violente que j'en fus entièrement découragée, et craignis un moment d'avoir remporté une victoire inutile. Je me rabattis sur les lieux communs d'usage, et dans le nombre se trouva celui-ci. Êtes-vous dans le désespoir parce que vous avez fait mon bonheur ? À ce mot, l'adorable femme se tourna vers moi, et sa figure, quoique encore un peu égarée, avait pourtant déjà repris son expression céleste. « Votre bonheur, me dit-elle. Vous devinez ma réponse. Vous êtes donc heureux ?» Je redoublai mes protestations. « Et heureux par moi ?» J'ajoutai des louanges à ces tendres propos. Tandis que je parlais, tous ses membres s'assoupirent. Elle retomba avec mollesse, appuyée sur son fauteuil, et m'abandonnant une main que j'avais osé prendre. « Je sens, dit-elle, que cette idée me console et me soulage. » Vous jugez qu'ainsi remis sur la voie, je ne la quittai plus. C'était réellement la bonne, et peut-être la seule. Aussi, quand je voulus tenter un second succès, j'éprouvai d'abord quelque résistance, et ce qui s'était passé auparavant me rendait circonspect. M'ayant appelé à mon secours cette même idée de mon bonheur, j'en ressentis bientôt les favorables effets. « Vous avez raison, me dit la tendre personne, et je ne puis plus supporter mon existence qu'autant qu'elle servira à vous rendre heureux. Je m'y consacre tout entière dès ce moment. Je me donne à vous, et vous n'éprouverez de ma part ni refus ni regret. » Ce fut avec cette candeur naïve et sublime qu'elle me livra sa personne et ses charmes, et qu'elle augmenta mon bonheur en le partageant. L'ivresse fut complète et réciproque, et pour la première fois la mienne survécut au plaisir. Je ne sortis pas de ses bras que pour tomber à genoux, pour lui jurer un amour éternel. Et il faut tout avouer, je pensais ce que je disais. Enfin, même après nous être séparés, son idée ne me quittait point, et j'ai eu besoin de me travailler pour m'en distraire. Oh, pourquoi n'êtes-vous pas ici pour balancer au moins le charme de l'action par celui de la récompense? Mais je ne perdrai rien pour attendre, n'est-il pas vrai? Et j'espère pouvoir regarder comme convenu entre nous l'heureux arrangement que je vous ai proposé dans ma dernière lettre. Vous voyez que je m'exécute. Et comme je vous l'ai promis, mes affaires seront assez avancées pour pouvoir vous donner une partie de mon temps. Dépêchez-vous donc de renvoyer votre pesant belle roche, et laissez là le doucereux Ancenis pour ne vous occuper que de moi. Mais que faites-vous donc tant à cette campagne que vous ne répondez pas seulement? Savez-vous que je vous gronderais volontiers, mais le bonheur porte à l'indulgence. Et puis je n'oublie pas qu'en me remplaçant au nombre de vos soupirants, je dois me soumettre de nouveau à vos petites fantaisies. Souvenez-vous cependant que le nouvel amant ne veut rien perdre de ses anciens droits de l'ami. Adieu comme autrefois. Oui, adieu mon ange, je t'envoie tous les baisers de l'amour. PS. Savez-vous que Prévan, au bout de son mois de prison, a été obligé de quitter son corps? C'est aujourd'hui la nouvelle de tout Paris. En vérité, le voilà cruellement puni d'un tort qu'il n'a pas eu, et votre succès est complet. Paris, ce 29 octobre 1700. Lettre 126. Madame de Rosemonde à la présidente de Tourvel. Je vous aurais répondu plus tôt, mon aimable enfant, si la fatigue de ma dernière lettre ne m'avait rendu des douleurs, ce qui m'a encore privé tous ces jours-ci de l'usage de mon bras. J'étais bien pressée de vous remercier des bonnes nouvelles que vous m'avez données de mon neveu, et je ne l'étais pas moins de vous en faire pour votre compte de sincères félicitations. On est forcé de reconnaître véritablement là un coup de la Providence, qui, en touchant l'un, a aussi sauvé l'autre. Oui, ma chère belle, Dieu qui ne voulait que vous éprouver, vous a secouru au moment où vos forces étaient épuisées. Et malgré votre petit murmure, vous savez, je crois, quelques actions de grâce à lui rendre. Ce n'est pas que je ne sente fort bien qu'il vous eût été plus agréable que cette résolution vous fût venue la première, et que celle de Valmont n'en eût été que la suite. Il me semble même, humainement parlant, que les droits de notre sexe en eussent été mieux conservés, et nous ne voulons en perdre aucun. Mais qu'est-ce que ces considérations légères auprès des objets importants qui se trouvent remplis? Voit-on celui qui se sauve du naufrage se plaindre de n'avoir pas le choix des moyens? Vous éprouverez bientôt, ma chère fille, que les peines que vous redoutez s'allégeront d'elles-mêmes, et quand elles devraient subsister toujours, et dans leur entier, vous n'en sentirez pas moins qu'elles seraient encore plus faciles à supporter que le remords du crime et le mépris de soi-même.
Inutilement vous aurais-je parlé plus tôt avec cette apparente vérité. L'amour est un sentiment indépendant, que la prudence peut faire éviter, mais qu'elle ne saurait vaincre, et qui, une fois né, ne meurt que de sa belle mort, et du défaut absolu d'espoir. C'est ce dernier cas dans lequel vous êtes qui me rend le courage et le droit de vous dire librement mon avis. Il est cruel d'effrayer un malade désespéré qui n'est plus susceptible que de consolation et de palliatifs, mais il est sage d'éclairer un convalescent sur les dangers qu'il a courus pour lui inspirer la prudence dont il a besoin et la soumission aux conseils qui peuvent encore lui être nécessaires. Puisque vous me choisissez pour votre médecin, c'est comme tel que je vous parle et que je vous dis que les petites incommodités que vous ressentez à présent et qui peut-être exigent quelques remèdes ne sont pourtant rien en comparaison de la maladie effrayante dont voilà la guérison assurée. Ensuite, comme votre ami, comme l'ami d'une femme raisonnable et vertueuse, je me permettrai d'ajouter que cette passion, qui vous avait subjugué déjà si malheureuse par elle-même, le devenait encore plus par son objet. Si j'en crois ce qu'on me dit, mon neveu, que j'avoue aimer peut-être avec faiblesse, et qui réunit en effet beaucoup des qualités louables à beaucoup d'agréments, n'est ni sans danger pour les femmes, ni sans tort vis-à-vis d'elles, et met presque un prix égal à les séduire et à les perdre. Je crois bien que vous l'auriez converti. Jamais personne sans doute n'en fut plus digne, mais tant d'autres s'en sont flattés de même, dont l'espoir a été déçu, que j'aime bien mieux que vous n'en soyez pas réduite à cette ressource. Considérez à présent, ma chère belle, qu'au lieu de tant de dangers que vous auriez eu à courir, vous aurez, outre le repos de votre conscience et de votre propre tranquillité, la satisfaction d'avoir été la principale cause de l'heureux retour de Valmont. Pour moi, je ne doute pas que ce ne soit en grande partie l'ouvrage de votre courageuse résistance, et qu'un moment de faiblesse de votre part n'eût peut-être laissé mon neveu dans un égarement éternel. J'aime à penser ainsi, et désire vous voir penser de même. Vous y trouverez vos premières consolations, et moi de nouvelles raisons de vous aimer davantage. Je vous attends ici sous peu de jours, mon aimable fille, comme vous me l'annoncez. Venez retrouver le calme et le bonheur dans les mêmes lieux où vous l'aviez perdu. Venez surtout vous réjouir avec votre tendre mère d'avoir si heureusement tenu la parole que vous lui avez donnée, de ne rien faire qui ne fût digne d'elle et de vous. Du château de ce 30 octobre 1700. Lettre 127. La marquise de Merteuil au vicomte de Valmont. Si je n'ai pas répondu, vicomte, à votre lettre du 19, ce n'est pas que je n'en ai eu le temps, c'est tout simplement qu'elle m'a donné de l'humeur, et que je ne lui ai pas trouvé le sens commun. J'avais donc cru n'avoir rien de mieux à faire que de la laisser dans l'oubli, mais puisque vous revenez sur elle, que vous paraissez tenir aux idées qu'elle contient, et que vous prenez mon silence pour un consentement, il faut vous dire clairement mon avis. J'ai pu avoir quelquefois la prétention de remplacer à moi seul tout un sérail, mais il ne m'a jamais convenu d'en faire partie. Je croyais que vous saviez cela. Au moins à présent que vous ne pouvez plus l'ignorer, vous jugerez facilement combien votre proposition a dû me paraître ridicule. Qui, moi? Je sacrifierai un goût et encore un goût nouveau pour m'occuper de vous, et pour m'en occuper comment? En attendant à mon tour et en esclave soumise les sublimes faveurs de votre hôtesse, quand par exemple vous voudrez vous distraire un moment de ce charme inconnu que l'adorable, la céleste Madame de Tourvel vous a fait seule éprouver, ou quand vous craindrez de compromettre auprès de l'attachante Cécile l'idée supérieure que vous êtes bien aise qu'elle conserve de vous, alors descendant jusqu'à moi, vous viendrez y chercher des plaisirs moins vifs à la vérité, mais sans conséquence, et vos précieuses bontés, quoique un peu rares, suffiront de reste à mon bonheur. Certes, vous êtes riche en bonne opinion de vous-même, mais apparemment je ne le suis pas en modestie, car j'ai beau me regarder, je ne peux pas me trouver déchu jusque-là. C'est peut-être un tort que j'ai, mais je vous préviens que j'en ai beaucoup d'autres encore. J'ai surtout celui de croire que l'écolier le doucereux Danceny, uniquement occupé de moi, me sacrifiant sans faire un mérite, une première passion avant même qu'elle ait été satisfaite, et m'aimant enfin comme on aime à son âge, pourrait malgré ses 20 ans travailler plus efficacement que vous à mon bonheur et à mes plaisirs. Je me permettrai même d'ajouter que s'il me venait en fantaisie de lui donner un adjoint, ce ne serait pas vous, au moins pour le moment. Et par quelle raison m'allez-vous demander? Mais d'abord il pourrait fort bien qu'il n'y en ait aucune, car le caprice qui vous ferait préférer peut également vous faire exclure.
je veux pourtant bien, par politesse, vous motiver mon avis. Il me semble que vous auriez trop de sacrifices à me faire, et moi, au lieu d'en avoir la reconnaissance que vous ne manqueriez pas d'en attendre, je serais capable de croire que vous m'en devriez encore. Vous voyez bien qu'aussi éloignés l'un de l'autre par notre façon de penser, nous ne pouvons nous rapprocher d'aucune manière. Et je crains qu'il ne me faille beaucoup de temps, mais beaucoup, avant de changer de sentiment. Quand je serai corrigée, je vous promets de vous en avertir. Jusque-là, croyez-moi, faites d'autres arrangements, et gardez vos baisers. Vous avez tant à les placer mieux. Adieu comme autrefois, dites-vous. Mais autrefois, ce me semble vous faisiez un peu plus cas de moi. Vous m'aviez pas destiné tout à fait au troisième rôle, et surtout vous voulez bien attendre que j'eusse dit oui avant d'être sûr de mon consentement. Trouvez donc bon qu'au lieu de vous dire aussi adieu comme autrefois, je vous dise adieu comme à présent. Votre servante, monsieur le vicomte, du château de ce 31 octobre 1700. Lettre 128. La présidente de Tourvel à madame de Rosemonde. Je n'ai reçu qu'hier, madame, votre réponse tardive. Elle m'aurait tué sur le champ, si j'avais eu encore mon existence en moi. Mais un autre en est possesseur. Et cet autre est monsieur de Valmont. Vous voyez que je ne vous cache rien. Si vous devez ne me plus trouver digne de votre amitié, je crains moins encore de la perdre que de la surprendre. Tout ce que je puis vous dire, c'est que, placé par monsieur de Valmont entre sa mort ou son bonheur, je me suis décidé pour ce dernier parti. Je ne m'en vante pas, ni ne m'en accuse. Je dis simplement ce qui est. Vous sentirez aisément, d'après cela, quelle impression a dû me faire votre lettre et les vérités sévères qu'elle contient. Ne croyez pas, cependant, qu'elle ait pu faire naître un regret en moi, ni qu'elle puisse jamais me faire changer de sentiment ni de conduite. Ce n'est pas que je n'ai des moments cruels, mais quand mon cœur est le plus déchiré, quand je crains de ne pouvoir plus supporter mes tourments, je me dis Valmont est heureux, et tout disparaît devant cette idée, ou plutôt elle change tout en plaisir. C'est donc à votre neveu que je me suis consacrée, c'est pour lui que je me suis perdue. Il est devenu le centre unique de mes pensées, de mes sentiments, de mes actions. Tant que ma vie sera nécessaire à son bonheur, elle me sera précieuse, et je la trouverai fortunée. Si quelque jour il en juge autrement, il n'entendra de ma part ni plainte ni reproche. J'ai déjà osé fixer les yeux sur ce moment fatal, et mon parti est pris. Vous voyez à présent combien peu doit m'affecter la crainte que vous paraissez avoir qu'un jour m de Valmont ne me perde. Car avant de le vouloir, il aura donc cessé de m'aimer. Et que me feront alors de vains reproches que je n'entendrai pas? Seul, il sera mon juge. Comme je n'aurai vécu que pour lui, ce sera en lui que reposera ma mémoire. Et s'il est forcé de reconnaître que je l'aimais, je serai suffisamment justifiée. Vous venez, madame, de lire dans mon cœur. J'ai préféré le malheur de perdre votre estime par ma franchise à celui de m'en rendre indigne par l'avilissement du mensonge. J'ai cru devoir cette entière confiance à vos anciennes bontés pour moi. Ajouter un mot de plus pourrait vous faire soupçonner que j'ai l'orgueil d'y compter encore, quand au contraire je me rends justice en cessant d'y prétendre. Je suis avec respect, madame, votre très humble et très obéissante servante. Paris, ce 1er novembre 1700. Lettre 129. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. Dites-moi donc, ma belle amie, d'où peut venir ce ton d'aigreur et de persiflage qui règne dans votre dernière lettre? Quel est donc ce crime que j'ai commis, apparemment sans m'en douter, et qui vous donne tant d'humeur? J'ai eu l'air, me reprochez-vous, de compter sur votre consentement avant de l'avoir obtenu. Mais je croyais que ce qui pourrait paraître de la présomption pour tout le monde ne pouvait jamais être pris, de vous à moi, que pour de la confiance. Et depuis quand ce sentiment nuit-il à l'amitié ou à l'amour? En réunissant l'espoir et le désir, je n'ai fait que céder à l'impulsion naturelle qui nous fait nous placer toujours le plus près possible du bonheur que nous cherchons. Et vous avez pris pour l'effet de l'orgueil ce qui ne l'était que de mon empressement. Je sais fort bien que l'usage a introduit dans ce cas un doute respectueux, mais vous savez aussi que ce n'est qu'une forme, un simple protocole, et j'étais, ce me semble, autorisé à croire que ces précautions minutieuses n'étaient plus nécessaires entre nous. Il me semble même que cette marche franche et libre, quand elle est fondée sur une ancienne liaison, est bien préférable à l'insipide cajolerie qui affadit si souvent l'amour. Peut-être, au reste, le prix que je trouve à cette manière ne vient-il que de celui que j'attache au bonheur qu'elle me rappelle, mais par là même
il me serait plus pénible encore de vous voir en juger autrement. Voilà pourtant le seul tort que je me connaisse, car je n'imagine pas que vous ayez pu penser sérieusement qu'il existât une femme dans le monde qui me parût préférable à vous, et encore moins que j'ai pu vous apprécier aussi mal que vous feignez de le croire. Vous vous êtes regardé, me dites-vous, à ce sujet, et vous ne vous êtes pas trouvé déchu à ce point. Je le crois bien, et cela prouve seulement que votre miroir est fidèle. Mais n'auriez-vous pas pu en conclure avec plus de facilité et de justice qu'à coup sûr je n'avais pas jugé ainsi de vous? Je cherche vainement une cause à cette étrange idée. Il me semble pourtant qu'elle tient de plus ou moins près aux éloges que je me suis permis de donner à d'autres femmes. Je l'infère au moins de votre affectation à relever les épithètes d'adorable, de céleste, d'attachante, dont je me suis servi en vous parlant de madame de Tourvel ou de la petite Volanges. Mais ne savez-vous pas que ces mots, plus souvent pris au hasard que par réflexion, expriment moins le cas que l'on fait de la personne que la situation dans laquelle on se trouve quand on en parle? Et si dans le moment même où j'étais si vivement affecté, ou par l'une ou par l'autre, je ne vous en désirais pourtant pas moins, si je vous donnais une préférence marquée sur toutes deux, puisque enfin je ne pouvais renouveler notre première liaison qu'au préjudice des deux autres, je ne crois pas qu'il y ait là si grand sujet de reproche. Il ne me sera pas plus difficile de me justifier sur le charme inconnu dont vous me paraissez aussi un peu choqué, car d'abord, de ce qu'il est inconnu, il ne s'ensuit pas qu'il soit plus fort. Eh, qui pourrait l'emporter sur les délicieux plaisirs que vous seul savez rendre toujours nouveaux, comme toujours plus vifs? J'ai donc voulu dire seulement que celui-là était d'un genre que je n'avais pas encore éprouvé, mais sans prétendre lui assigner de classe, et j'avais ajouté, ce que je répète aujourd'hui, que quel qu'il soit, je saurais le combattre et le vaincre. J'y mettrai bien plus de zèle encore, si je peux voir dans ce léger travail un hommage à vous offrir. Pour la petite Cécile, je crois bien inutile de vous en parler. Vous n'avez pas oublié que c'est à votre demande que je me suis chargé de cet enfant, et je n'attends que votre congé pour m'en défaire. J'ai pu remarquer son ingénuité et sa fraîcheur. J'ai pu même la croire un moment attachante, parce que, plus ou moins, on se complaît toujours un peu dans son ouvrage. Mais assurément, elle n'a assez de consistance en aucun genre pour fixer en rien l'attention. À présent, ma belle amie, j'en appelle à votre justice, à vos premières bontés pour moi, à la longue et parfaite amitié, à l'entière confiance qui depuis ont resserré nos liens. Ai-je mérité le ton rigoureux que vous prenez avec moi? Mais qu'il vous sera facile de m'en dédommager quand vous voudrez. Dites seulement un mot, et vous verrez si tous les charmes et tous les attachements me retiendront ici, non pas un jour, mais une minute. Je volerai à vos pieds et dans vos bras, et je vous prouverai 1000 fois et de 1000 manières que vous êtes, que vous serez toujours la véritable souveraine de mon cœur. Adieu, ma belle amie. J'attends votre réponse avec beaucoup d'empressement. Paris, ce 3 novembre 1700... Lettre 130. Madame de Rosemonde à la présidente de Tourvel. Et pourquoi, ma chère belle, ne voulez-vous plus être ma fille? Pourquoi semblez-vous m'annoncer que toute correspondance va être rompue entre nous? Est-ce pour me punir de n'avoir pas deviné ce qui était contre toute vraisemblance? Ou me soupçonnez-vous de vous avoir affligée volontairement? Non, je connais trop bien votre cœur pour croire qu'il pense ainsi du mien. Aussi, la peine que m'a faite votre lettre est-elle bien moins relative à moi qu'à vous-même. Oh, ma jeune amie, je vous le dis avec douleur, mais vous êtes bien trop digne d'être aimée pour que jamais l'amour vous rende heureuse. Eh, quelle femme vraiment délicate et sensible n'a pas trouvé l'infortune dans ce même sentiment qui lui promettait tant de bonheur? Les hommes savent-ils apprécier la femme qu'ils possèdent? Ce n'est pas que plusieurs ne soient honnêtes dans leurs procédés et constants dans leur affection, mais parmi ceux-là même, combien peu savent encore se mettre à l'unisson de notre cœur? Ne croyez pas, ma chère enfant, que leur amour soit semblable au nôtre. Ils éprouvent bien la même ivresse. Souvent même, ils y mettent plus d'emportement. Mais ils ne connaissent pas cet empressement inquiet, cette sollicitude délicate, qui produit en nous ces soins tendres et continus, et dont l'unique but est toujours l'objet aimé. L'homme jouit du bonheur qu'il ressent, et la femme de celui qu'elle procure. Cette différence, si essentielle et si peu remarquée, influe pourtant d'une manière bien sensible sur la totalité de leurs conduites respectives. Le plaisir de l'un est de satisfaire des désirs, celui de l'autre est surtout de les faire naître. Plaire n'est pour lui qu'un moyen de succès, tandis que pour elle, c'est le succès lui-même. Et la coquetterie, si souvent reprochée aux femmes, n'est autre chose que l'abus de cette façon de sentir, et par là même en prouve la réalité. Enfin, ce goût exclusif qui caractérise particulièrement l'amour n'est dans l'homme qu'une préférence,
qui sert au plus à augmenter un plaisir, qu'un autre objet affaiblirait peut-être, mais ne détruirait pas, tandis que dans les femmes, c'est un sentiment profond, qui non seulement anéantit tout désir étranger, mais qui, plus fort que la nature, et soustrait à son empire, ne leur laisse éprouver que répugnance et dégoût, là même où semble devoir naître la volupté. Et n'allez pas croire que des exceptions plus ou moins nombreuses, et qu'on peut citer, puissent s'opposer avec succès à ces vérités générales. Elles ont pour garant la voix publique, qui pour les hommes seulement a distingué l'infidélité de l'inconstance, distinction dont ils se prévalent quand ils devraient en être humiliés, et qui, pour notre sexe, n'a jamais été adoptée que par ces femmes dépravées qui en font la honte, et à qui tout moyen paraît bon, qu'elles espèrent pouvoir les sauver du sentiment pénible de leur bassesse. J'ai cru, ma chère belle, qu'il pourrait vous être utile d'avoir ces réflexions à opposer aux idées chimériques d'un bonheur parfait dont l'amour ne manque jamais d'abuser notre imagination. Espoir trompeur, auquel on tient encore, même alors qu'on se voit forcé de l'abandonner, et dont la perte irrite et multiplie les chagrins déjà trop réels, inséparables d'une passion vive. Cet emploi d'adoucir vos peines ou d'en diminuer le nombre est le seul que je veuille, que je puisse remplir en ce moment. Dans les maux sans remède, les conseils ne peuvent plus porter que sur le régime. Ce que je vous demande seulement, c'est de vous souvenir que plaindre un malade, ce n'est pas le blâmer. Et qui sommes-nous pour nous blâmer les uns les autres? Laissons le droit de juger à celui seul qui lit dans les cœurs. Et j'ose même croire qu'à ses yeux paternels, une foule de vertus peut racheter une faiblesse. Mais je vous en conjure, ma chère amie, défendez-vous surtout de ces résolutions violentes, qui annoncent moins la force qu'un entier découragement. N'oubliez pas qu'en rendant un autre possesseur de votre existence, pour me servir de votre expression, vous n'avez pas pu cependant frustrer vos amis de ce qu'ils en possédaient à l'avance, et qu'ils ne cesseront jamais de réclamer. Adieu, ma chère fille. Songez quelquefois à votre tendre mère, et croyez que vous serez toujours, et par-dessus tout, l'objet de ses plus chères pensées. Du château de... ce 4 novembre 1700... Fin des lettres 121 à 130. Cet enregistrement fait partie du domaine public.